Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Lise Fauconnier, je suis Senior Managing Director chez Ardian Semiconductor. Je pense que vous avez compris que nous avons lancé récemment une plateforme pour soutenir l'écosystème du semi-conducteur en Europe. Donc, je suis ravie d'être avec vous pour animer ce grand débat de 45 minutes et conclure cette matinée intense en échange, en challenge et en discussion. Je vais d'abord vous présenter les intervenants qui ont accepté de nous rejoindre dans ce panel. Florence Verzelen, vous êtes directrice générale adjointe de Dassault Systèmes depuis 2018, en charge des offres industrielles, de services du marketing et du développement durable. Grand programme. Lorenzo Costro Giovanni, je me suis entrenée pour votre prénom, vous êtes VP électronique Europe chez Air Liquide. Khaled, vous êtes Mahalej, vous êtes fondateur et CEO de Vessora. Christophe Duverne, Senior Managing Director d'Ardian Semiconductor. Nous avons prévu de passer 45 minutes ensemble avec tout d'abord un keynote de Christophe Duverne, suivi du grand débat qui sera consacré à une intervention de chacun de nos panélistes sur un sujet qui leur tient à cœur pour l'écosystème de la chaîne de valeur du semi-conducteur. Et ensuite, nous aurons un débat autour d'une très intéressante question joker que pour le moment je garde secrète pour garder votre attention jusqu'à la fin de cette intervention. Christophe, donc vous êtes un vieux routier du monde électronique et du semi-conducteur. Vous avez débuté votre carrière chez Porsche, Porsche Industries, Hush, Philips NXP, et puis vous avez repris dans le cadre d'un carve-out Linksense, une société de microconnecteurs. Vous êtes maintenant un des cofondateurs d'Ardian Semiconductor, et je vous laisse la parole pour que vous nous partagiez votre vision sur l'attractivité de l'Europe dans le monde du semi-conducteur. Je vous remercie. Merci Lise, bonjour à tous. Je tiens d'abord à souligner la qualité des échanges dans les deux panels précédents. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui pour vous partager une conviction très forte. Cette conviction, c'est qu'on est à un moment charnière dans cette industrie des semi-conducteurs, et cette industrie, elle est au cœur de notre système économique et de l'industrie de demain. Et dans ce contexte, l'Europe, moi j'en suis personnellement convaincu, a énormément d'atouts pour trouver sa place avec détermination et beaucoup de travail. Donc les semi-conducteurs, ça a été dit, mais ça a été au cœur des révolutions techno des 30 dernières années. On peut remonter assez loin, mais disons le PC dans les années 90, ensuite Internet dans les années 2000, sans doute le smartphone dans les années 2010. Ce qui me semble nouveau, c'est que depuis 2020, on a une accélération des innovations qui conduisent à plusieurs grandes révolutions technologiques en parallèle. Donc on a le cloud, bien sûr, on a l'intelligence artificielle et on a l'électrification de la mobilité. Et toutes ces révolutions, toutes ces innovations dépendent très très largement d'un contenu semi-conducteur. Donc ça fait que le marché va exploser, on l'a dit, je ne le répète pas, il passe à 1000 milliards d'ici 2030. Et on a en parallèle une polarisation du monde avec l'éclatement le découplage de la Chine et des États-Unis. Et ça, c'est des tendances de fond qui nous forcent, nous, l'industrie, à repenser les chaînes de valeur pour revisiter les points de dépendance critiques. Et donc, tout ça va faire que les chaînes vont quand même rester mondialisées, mais on va, pour ça, travailler de plus en plus dans des logiques partenariales. Donc ça crée beaucoup d'opportunités pour l'Europe, mais pour ça, il faut cibler nos efforts sur les endroits où on devient indispensable, incontournable. L'industrie, ça a été dit, l'industrie des semi-conducteurs, c'est une industrie complexe, c'est une industrie d'écosystème avec des dépendances multiples. Mais donc en Europe, on a la chance d'avoir dans chacun de ces clusters, dans chacun des endroits de la chaîne de valeur, des actifs absolument clés. Donc ça commence par une filière de l'enseignement avec de l'enseignement professionnel, des écoles d'ingénieurs, des écoles de management qui sont parmi les meilleures au monde, avec, ça a été dit, un challenge monumental pour tripler la workforce en Europe d'ici 2030 pour réaliser les objectifs du CHIPS Act. Mais beaucoup de force. Ça a été dit, l'Europe a parmi les meilleurs centres de recherche au monde, le CEA-Leti qui était représenté, mais aussi l'IMEC en Belgique, le Fraunhofer en Allemagne et beaucoup d'autres. Et ça, dans une industrie d'innovation et de technologie, c'est un élément absolument fondamental. L'Europe, c'est aussi un écosystème de start-up. On a eu des représentants, on en a d'autres ici, donc Cyperl, Vessora et d'autres. Mais c'est aussi des champions mondiaux. Donc en Europe, on a le champion mondial des équipementiers qui est ASML, une société hollandaise.
On a ST Micro qui a des positions de leadership mondiaux dans pas mal de domaines, NXP, Infineon et bien d'autres encore. Alors, dans ce contexte, nos idées à nous pour renforcer cet écosystème, c'est les suivantes. C'est qu'en Europe, on a un ensemble intéressant de petites et moyennes entreprises. Mais aujourd'hui, il y a un vrai gap pour ces entreprises pour faire le pas. Elles ont souvent un peu un manque d'ambition parfois, un manque de moyens humains, parfois un accès au marché qui est compliqué et parfois des moyens financiers limités. Et c'est ce gap que nous, on se propose de remplir et c'est ça qui nous a conduit à créer le fonds Ardian Semiconducteur avec Lise et les équipes d'Ardian pour renforcer la filière semi-conducteur en Europe. Donc on fait ça avec une collaboration avec une société qui s'appelle Cillian Partners que je représente. Je suis accompagné d'ailleurs de Helmut Gassel qui est ici et de Bernard Aspar. Je vous encourage à les rencontrer. Et ça s'est constitué autour de Paul Boudre et d'un cinquième partenaire qui s'appelle Thomas Pepe-Perula. Et donc, on est en partenariat avec Ardian, qui est le plus gros fonds d'investissement européen, qui est un acteur mondial du capital investissement. Donc, ça a été souligné, la filière, elle est très aidée. En France, on a France 2030, on a le EU Chips Act. Moi, je voudrais souligner que ces plans ont eu des résultats extrêmement concrets, puisque dans un temps resserré, on a ST GlobalFoundries à Crolles, on a Intel à Magdebourg, on a TSMC à Dresde, enfin ESMC, Silicon Box en Italie, Broadcom en Espagne et plein d'autres. Donc ça, c'est des très très bonnes nouvelles, mais il faut continuer à se déployer ce plan et aller encore plus loin. Le semi-conducteur, ça a été dit, c'est une bataille de long terme et il est absolument indispensable que le CHIPS Act prévoit un acte 2 qui devra veiller particulièrement à continuer de soutenir la capacité d'innovation de l'Europe, notamment les capacités de design, je vais faire plaisir à Philippe Noton, et assurer aussi la poursuite des mécanismes d'aide à l'innovation pour les centres de recherche et pour les entreprises, en particulier les PME qui nous intéressent. La souveraineté technologique de l'Europe, elle dépend de notre capacité à être à la pointe des technologies de semi-conducteurs. Et donc, en investissant aujourd'hui, on assure notre indépendance et notre compétitivité pour demain. C'est notre conviction. Et je vous remercie pour votre attention. Je passe la parole à Lise. Merci Christophe pour ce keynote engagé. C'est maintenant le moment de notre grand débat. Je vais donner la parole à chacun de nos panélistes. Florence, donc vous êtes directrice générale adjointe de Dassault Systèmes. Dans le semi-conducteur, nous parlons de filières stratégiques et je pense où le public et le privé doivent se rejoindre. Et c'est un peu un écho à votre partenaire, où vous avez occupé différents postes chez Engie, à la Commission européenne et dans l'administration française. Donc ma question pour vous, c'est nous connaissons surtout Dassault Systèmes, dans le domaine de l'aéronautique, de l'automobile bien sûr. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu plus comment Dassault Systèmes opère dans l'industrie du semi-conducteur ? Je vous remercie. Merci beaucoup Lise. Et laissez-moi tout d'abord vous dire à quel point je suis ravie d'être ici parmi vous et à quel point je pense qu'il est utile de faire des forums sur le semi-conducteur pour accélérer le semi en Europe. Alors effectivement, nous, Dassault Systèmes, on est surtout connus pour l'aéro et l'auto. Je vais vous parler de Choose France. Choose France, j'ai rencontré le CEO de GlobalFoundries. Et ben là, sa première question a été: quel prix peux-tu me faire sur le Rafale, sur le Falcon. Falcon, il voulait un Falcon, pas Rafale. Donc nous ne sommes pas Dassault Aviation. Nous, chez Dassault Systèmes, nous faisons des logiciels d'innovation autour des jumeaux virtuels. Alors c'est quoi un jumeau virtuel ? C'est la représentation digitale, virtuelle, multi-échelle, multi-physique d'un produit, ce qui permet à la fois d'innover dans le monde virtuel, mais aussi de faire des designs, différents types de designs pour sélectionner le meilleur, de faire l'ingénierie de précision, de faire ensuite toutes les simulations sur le comportement de l'avion, de la puce, de la ville intelligente, puis de monitorer la production avec le jumeau virtuel de l'usine, puis de continuer à améliorer le produit dans son utilisation en faisant des updates over the air, par exemple des voitures de Tesla ou en l'occurrence des Rafales. Donc c'est ça que fait Dassault Systèmes et on le fait depuis 44 ans. Nous sommes une start-up qui est rentrée au CAC 40. Donc aujourd'hui on est dans 90% de l'auto et 80% des avions.
mais on est aussi depuis plus de 20 ans dans le semi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout naturellement, en étant dans 90% des automobiles et dans 90% des avions, le semi était au cœur des jumeaux virtuels des voitures, des avions. Et donc, depuis 20 ans, on travaille dans l'univers du semi à faire des jumeaux virtuels, des logiciels pour le semi. Tant et si bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans 22 des 25 plus grands producteurs de semi-conducteurs et dans les 10 plus grands, en passant par TSMC, Intel, Samsung, STMicro, bien sûr Frédéric, mais aussi dans les 10 plus grands équipementiers de semi-conducteurs mondiaux, de KLA à Lam et à bien d'autres. Alors pour eux, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, d'abord, il y a des choses très intéressantes qu'on fait. Je parlais de toi, justement, Frédéric. Sur STMicro, on est en train de digitaliser tous les processus industriels de STMicro avec les équipes de STMicro pour accélérer à la fois l'innovation, mais le passage de l'innovation à la production et la production en usine chez STMicro. Et pour que STMicro soit l'une des usines, des entreprises les plus performantes au monde. Mais nos logiciels permettent aussi, et ça c'est pour Philippe Noton, dont je ne sais plus où il est dans la salle, de faire le design des semi-conducteurs. Aujourd'hui, on a plus de 600 sociétés qui font le design de leurs semi-conducteurs sur nos logiciels pour accélérer cette phase de design. Et puis, on a beaucoup parlé dans les panels précédents d'écosystème. Le combat du semi, c'est un combat d'écosystème. Eh bien, nous, notre plateforme est une plateforme d'écosystème qui permet à chacun de préserver son IP. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que grâce à notre plateforme et aux jumeaux virtuels créés sur la plateforme, plusieurs entreprises, que ce soit des départements de recherche, des universités, des designers de semi, peuvent collaborer sur un même plus virtuel de semi, travailler, par exemple, comme nous le faisons avec Perdue, sur le jumeau virtuel de la salle blanche pour, dans le monde virtuel, accélérer l'innovation et puis surtout permettre d'aller plus vite de ce qu'on appelle From Lab to Fab, donc passer du jumeau numérique de la puce à la jumeau numérique de l'usine pour accélérer cette phase d'industrialisation. Donc nous, le semi, on y est rentré pour accompagner nos grands clients et on continue à y innover. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur de croissance fabuleux qui est au cœur de l'économie de demain. Merci beaucoup. Donc, vous êtes sur une note collaborative qui, je pense, est le cœur de nos débats ce matin. Lorenzo, je pense que vous allez vous donner un point de vue un petit peu plus différent. Donc, vous êtes un homme d'Air Liquide. Vous avez fait toute votre carrière dans des postes industriels ou en charge de la stratégie. Et donc, vous êtes actuellement VP électronique Europe. Donc, vous gérez les activités et les services dédiés aux clients semi-conducteurs de cette filière en Europe. Donc, je vous pose à peu près la même question, mais je sais que vous êtes idéalement placé pour y répondre. C'est quel est le rôle d'Air Liquide au sein de l'écosystème des semis, notamment en Europe ? Okay, bonjour à tous, désolé, et merci de l'invitation. Je suis vraiment content d'être là, mais je suis aussi très content de tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. C'était vraiment très intéressant et quelque part, je trouve qu'on est un peu tous alignés sur cette notion d'écosystème. Donc déjà, qu'est-ce qu'il fait Air Liquide ici ? Bon, Air Liquide est fournisseur leader mondial dans la fourniture de gaz industriel et nous sommes les leaders dans la fourniture de gaz industriel et des matériaux dans les marchés des semi-conducteurs. Et ça est aussi en Europe. Donc nous intégrons l'écosystème des semi-conducteurs avec les molécules classiques de l'air liquide, l'oxygène, l'hydrogène, l'hélium, l'argone, etc., qui sont nécessaires pour produire des puces semi-conducteurs, mais nous aussi nous occupons d'amener dans les fabs toutes les molécules dites electronics material, qui sont les molécules qui sont nécessaires pour produire sur les disques de silicium les milliards de transistors par centimètre carré qui forment aujourd'hui une pousse semi-conducteur. Donc, quand il y a un fab semi-conducteur, Air Liquide est là. S'il n'y a pas de fab, fabless, nous ne sommes pas là. Désolé de la blague, mais bon. Donc oui, on fait partie de cet écosystème. C'est un écosystème qui est vraiment complexe. Nous amenons dans les fabs ces molécules. Parfois, on a la possibilité de les produire sur site. Parfois, on les produit en Europe. Mais certaines molécules, parfois, on les source ailleurs et on les source en Asie et aux États-Unis. Donc, il y a certaines molécules qui, hélas, ne sont pas synthétisées en Europe. Et donc, nous nous assurons que ces supply chains qui sont quand même lointaines soient des supply chains solides
est stable. Bien évidemment, au-delà de l'aspect typique de ces molécules, que c'est des molécules assez compliquées, il y a tout l'aspect qualité et gestion de la qualité de la portée qui est typique de l'industrie des semi-conducteurs, surtout la chaîne du début à la fin. Néanmoins, il faut s'assurer que ces supply chains qui sont lointaines, donc potentiellement fragiles, soient rendues plus stables et plus sécurisées et privent de toute barrière, y compris des barrières commerciales ou des barrières politiques, parce que, effectivement, si on veut attendre une souveraineté en Europe dans les domaines des semi-conducteurs, il faut que ces puces soient produites en Europe. Et pour produire ces puces en Europe, oui, effectivement, il faut des fabs, il faut de la technologie, il faut des tools, mais il faut aussi les produits gazeux et chimiques pour produire les puces en Europe. Donc ça, c'est le rôle que l'Air Liquide joue dans le monde des semi-conducteurs, et notamment en Europe. Merci beaucoup, je trouve que c'est très intéressant parce que quand on parle semi-conducteurs, on parle IA, mais on parle aussi de choses très très rares qui sont les matières premières nécessaires à les construire. Donc merci beaucoup pour cet éclairage. Un autre éclairage maintenant, Halen, merci d'être venu. Vous êtes ce qu'on peut appeler un serial entrepreneur. Vous êtes CEO et cofondateur de Vesora, une start-up fabless de semi-conducteurs qui développe des circuits intégrés à forte puissance de calcul pour les besoins de l'IA. Avant Vesora, vous avez déjà fondé une première société, Deepcom, une autre société fabless de semi-conducteurs, leader sur le marché de la TV numérique. Donc on voit que c'est une histoire ancienne. Vos produits sont sélectionnés parmi les plus grands constructeurs automobiles et fabricants de téléphonie. La question pour vous, c'est pour une start-up comme Vesora, est-ce qu'il est facile d'intégrer cet écosystème du semi-conducteur ? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je dirais que c'est pas facile. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, intégrer un écosystème, et surtout en France, en fait, travailler avec les grands groupes, c'est pour une start-up, c'est pas facile du tout. C'est plus facile en Allemagne, donc c'est un peu comme ça. Ceci étant, il y a quand même une mécanique en France qui permet de le faire. Et cette mécanique-là s'appuie complètement sur les projets collaboratifs. C'est des projets qu'on crée avec les grands groupes et qui sont financés en partie par les structures de l'État. Alors, il se trouve, et là je rejoins peut-être un peu Philippe sur ce qu'il a dit auparavant, il se trouve que pour intégrer ces projets-là, il faut quand même avoir un certain niveau de fonds propres. Donc pour les startups qui font du hardware, qui sont obligés d'investir significativement, on se retrouve rapidement dans des fonds propres qui ne sont pas assez pour participer à ces projets-là. Alors ce critère-là de fonds propres, en fait, aujourd'hui, il est valide en Europe et en France. Il n'est pas appliqué par l'Europe, mais il est quand même appliqué. Il est quand même appliqué en France. Et c'est vrai que c'est un élément aujourd'hui qui est quand même très handicapant pour les startups qui font du hardware. Merci beaucoup. Christophe, maintenant, en évitant de vexer l'auditoire, est-ce que vous pourriez nous donner dans quel domaine identifiez-vous un leadership européen dans le secteur des semi-conducteurs ? Donc, ça, Si on part d'une vue marché, l'Europe a une industrie automotive et un secteur industriel assez fort, et donc c'est quand même là-dessus que l'Europe, dans le semi-conducteur, a créé des champions. Donc, si on regarde par catégorie, je l'ai évoqué, un champion mondial qui est ASML dans les équipements. On a beaucoup de positions très intéressantes dans la partie matériaux, et la partie matériaux, c'est une partie à surveiller, de même que les équipements, parce que c'est une partie qui va vivre des ruptures technologiques très importantes dans les années à venir. Et donc, nous, c'est un aspect qui nous intéresse beaucoup et dans lequel on voit des choses intéressantes. Et puis, après, dans les puces elles-mêmes, aujourd'hui, donc liées au marché, on a beaucoup de positions de leadership mondiaux en Europe autour des composants de puissance, donc c'est très lié à l'automotive, dans la RF, dans les capteurs, encore une fois très lié à ce que sont les marchés finaux. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer au cœur du débat, parce qu'on a entendu des positions complémentaires, on a beaucoup parlé de Chip Acts. Et donc, moi, la question que j'aimerais vous poser à chacun d'entre vous, c'est dans un monde idéal, voire même un monde merveilleux, et compte tenu de votre expérience, comment construiriez-vous un Chip Act 2 ? Alors, je vous laisse commencer cette... Merci Lise pour cette très intéressante question. Et en fait, Lise, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que avant même de construire un Chips Act 2, ce que j'adorerais, c'est qu'on accélère le Chips Act 1. Pourquoi ? Parce que quand on regarde le Chips Act américain, 50 milliards de dollars, le Chips Act
européen, 42 à 43 milliards d'euros. On n'est pas sur des montants significativement différents. Par contre, ce qui est significatif, c'est la vitesse avec laquelle les États-Unis sont capables d'enclencher des projets dans le cadre de leur CHIPS Act par rapport au CHIPS Act européen. Si on prend, je sais qu'il n'y a pas que les fabs, on l'a bien compris sur le panel précédent, mais néanmoins, avec le CHIPS Act américain, on a plus de 40 projets de manufacturing aux États-Unis qui ont été lancés, plus de 40 quand on est à peine 15 en Europe. TSMC a annoncé 65 milliards de dollars d'investissement sur 3 usines, sur du 4 nanomètres en 2025, 3 nanomètres en 2026 et 2 nanomètres en 2030. Je sais qu'on n'est pas que sur une course à la réduction des nanomètres, mais néanmoins, en Europe, nous, TSMC a annoncé un investissement de 10 milliards avec NXP, Infineon et Bosch pour une usine qui va faire du 22 puis du 12 nanomètres. Donc on n'est pas du tout sur le même spillover effect. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas sur le même spillover effect? Parce qu'il y a une capacité des États-Unis à aller beaucoup plus vite dans l'implémentation. On parlait du design. Julie Galland nous parlait du projet qu'elle va lancer avec la Commission européenne sur la conception. C'est un projet qui est hyper nécessaire, mais dont on pourrait regretter qu'il ne va être lancé que dans quelques mois, alors que toutes les startups présentes dans les différents panels ont dit à quel point il était urgent d'accélérer dans le design et la conception, parce que c'est là qu'une des courses de vitesse et d'une course à l'innovation se joue. Donc, avant même le CHIPS Act 2, moi, mon enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait pour débloquer l'Europe, pour qu'elle soit plus rapide, pour que le CHIPS Act 1 donne ses fruits plus vite. Et puis alors, il y a tous mes rêves pour le CHIPS Act 2, parce que quand même j'en ai. Frédéric en a parlé, Frédéric Legrève. On ne réussira pas dans le semi sans les hommes et les femmes qui seront knowledgeable dans le semi. Or, en fait, si vous regardez en France, on a des très bons instituts de recherche, le CA Leti en est un, on n'a aucune école ou université qui a un département spécifique dans le semi. On n'a aucune filiale semi-conducteur dans une école ou une université française. Les États-Unis en ont pris conscience, ils ont lancé un plan pour avoir 1,4 million de personnes formées dans le semi sur les 10 prochaines années. Alors nous, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on lance absolument le plus rapidement possible ces départements dédiés au semi dans nos écoles, nos universités, pour avoir les 350 000 personnes dont l'Europe a besoin dans les 3 prochaines années? Pour moi, ça, ce serait une priorité européenne clé. Et puis, la deuxième priorité du CHIPS Act 2, d'après moi, c'est les puces pour l'IA. Ce qui n'existait pas au moment du lancement du CHIPS Act 1, c'était GenAI. Aujourd'hui, les puces pour l'IA sont devenues un élément stratégique majeur de la souveraineté de notre continent. Et les puces pour IA, c'est des puces différentes. C'est des puces qui doivent faire des milliers d'opérations en parallèle, qui doivent faire des opérations matricielles. Ça demande de la connaissance des matériaux, ça demande de l'ingénierie électronique, ça demande du software, ça demande évidemment de l'IA, ça demande des écosystèmes différents. Et la capacité de l'Europe à lancer des projets, et ça va faire réagir mon voisin, qui crée... Non, bon... tant pis, j'espérais créer des réactions. La capacité de l'Europe à créer des écosystèmes qui vont permettre ces puces pour IA, moi, me semble clé aussi pour l'avenir du semi en Europe. C'est pour ça qu'on a invité Khaled, donc je le laisse répondre. Alors c'est exactement ce qu'on fait. Nous, on développe des circuits intégrés pour permettre vraiment le déploiement massif de Generative AI. On est sur des circuits c'est une nouvelle génération de GPU. On sait supporter du training en fait et aussi de l'inférence, même si nos efforts aujourd'hui sont complètement concentrés sur l'inférence. Alors l'objectif pour déployer du Generative AI en volume, c'est vraiment de réduire le coût des requêtes. Et ça, aujourd'hui, pour le faire, il faut quand même atteindre des niveaux de processing très, très élevés. Nous, nos circuits, on arrive à monter jusqu'à 3200 opérations par seconde. Donc, pour situer ce chiffre-là, c'est à peu près 60% de plus que la puce H100 de NVIDIA.
Donc la puce H100, c'est la puce qui est aujourd'hui utilisée massivement dans les data centers et que tout le monde essaie de se procurer. C'est aussi 25% en dessous de la dernière aussi annoncée par Nvidia, donc pour situer un peu notre capacité de calcul. Ceci étant, il est important d'être dans ce niveau-là de processing power. C'est pas suffisant. On est à peu près 5 sociétés dans le monde, à ma connaissance, qui prétendent dépasser les 2000 téra-opérations par seconde. Mais ce qui est important, c'est aussi de maintenir un taux d'utilisation vraiment efficace de ces circuits. Et c'est là où Vezora se positionne aujourd'hui. On a mis en place une nouvelle architecture qui revoit complètement le mouvement de data en fait, dans le silicium. Et qui permet d'atteindre une efficacité importante et donc de réduire significativement le coût des requêtes. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on fait et ça répond un petit peu à votre point. Et il en faudrait plus des comme vous. Ça, je suis parfaitement d'accord. Oui, et alors donc, si on avait un chip Hack2, comment il pourrait vous aider à faire plus? Alors, si on regarde notre industrie du semi-conducteur et on regarde la création de valeur, la plus importante, elle se fait à travers les produits et les puces. Or aujourd'hui, et d'ailleurs cette création de valeur, elle est d'autant plus importante que la puce est dessinée dans des technologies avancées. Donc là, je parle 5 nanomètres, 3 nanomètres, il suffit de regarder ce que fait Nvidia, AMD, Intel et tous les gros aux États-Unis. Or aujourd'hui en Europe, quand on regarde le nombre de projets qui sont dessinés dans ces technologies-là, il y en a vraiment très très peu, il y en a même extrêmement peu, comparé aux États-Unis. Et c'est un point vraiment inquiétant. Alors, pourquoi il y en a très peu? C'est pas qu'on manque, je pense, de créativité en Europe. Je pense que le problème, c'est vraiment un problème de financement. Aujourd'hui, quand vous voulez dessiner un produit et que vous êtes sur votre premier produit, vous voulez le faire en 5 nanomètres, vous avez besoin de beaucoup d'investissement. Et vous ne rentrez pas du tout dans la thèse d'investissement dans la majorité des VCs. Beaucoup d'argent, pas de produit encore, et rien n'est prouvé. Donc le risque, il est très très élevé. Et je dirais qu'en Europe, il y a quand même, la majorité des VCs ne connaissent pas très bien ce milieu-là. Donc ils ont du mal à juger ce risque-là. Donc si on veut un peu amorcer la pompe un petit peu d'investissement en Europe par rapport à ça, je pense qu'il faut créer peut-être, enfin en tout cas il faut s'attaquer à cette problématique-là. Et une des idées serait peut-être de créer ce que j'appellerais moi un shuttle produit européen, pour abaisser cette barrière-là d'investissement pour les startups. Alors, c'est quoi un shuttle européen, enfin, un shuttle de produits européens? Alors, on a déjà des shuttles pour faire des test chips, mais c'est complètement différent. Donc là, il faut aider les startups à réduire ce niveau-là d'investissement en fait, initial pour pouvoir très rapidement arriver à un produit et réduire aussi le risque pour les investisseurs. Ça me paraît vraiment un élément clé. Alors, ce shuttle de produits européens, il aura certainement besoin de s'appuyer sur un écosystème autour pour tout ce qui est EDA, placement routage, packaging avancé, etc. Mais ça permettra au moins d'amorcer cette pompe d'investissement en Europe. Très intéressante piste. Lorenzo, qu'est-ce que vous apporteriez à cette contribution au chip Hack2? Déjà, avant de parler des chips Hack2, là aussi, moi je suis très content du chip Act actuel. Effectivement, ça a été dit, ça a permis le développement de nouvelles capacités de production en Europe avec des exemples très concrets déjà sur le terrain et d'autres très importants qui sont imminentes. Donc quand même, je pense qu'il faut se féliciter de cette progression au niveau européen. Effectivement, nous avons un message, attention à la supply chain. Attention à la supply chain des matériaux. Donc déjà, pour moi, il y a soit c'est le chip Hack 2, soit c'est effectivement les chip Hack numéro 1, release 2, quelque chose comme ça. Effectivement, il faut que tous les acteurs de la supply chain se parlent, les industriels et l'administration publique, effectivement, pour développer une vision transversale de cet écosystème qui est extrêmement complexe. Donc, dans les chip Act actuels, il y a l'European Semiconductor Board. Cette instance, effectivement, je pense qu'il devrait accélérer pour pouvoir concevoir la vision end-to-end de notre écosystème, identifier les points forts, pousser les points forts, identifier des points d'attention et effectivement développer, point numéro 2, par exemple en ce qui concerne les matières premières et les matériaux pour produire les puces en Europe, parce que c'est de ça qu'on parle. Une fois que la fab est là, une fois que les tools sont dedans, une fois que la technologie est embarquée sous les tools, après il faut les molécules pour produire les puces.
Donc effectivement, pouvoir concevoir une politique commune en Europe pour identifier quels sont les points faibles et pour faire en sorte que ces supply chains soient libres de toute barrière. Ça a déjà été dit aujourd'hui, donc je suis très content que je suis la deuxième personne qui dit la même chose. Mais effectivement, aujourd'hui, tout va bien, mais en perspective, dans le futur, ça peut être un élément de risque. Et comme tout élément de risque dans notre industrie, il faut les connaître, il faut les maîtriser, il faut avoir des mesures de mitigation. La troisième chose, de mon point de vue, effectivement, toujours par rapport aux matériaux pour produire les pousses en Europe, je pense qu'il faudrait, à un certain moment, se doter des véhicules d'investissement adaptés, ciblés aussi pour contribuer aux investissements des acteurs privés qui veulent effectivement, qui sont partie de l'écosystème et qui veulent renforcer la supply chain des matériaux en Europe. Ça ne se fait pas tout seul, ça se fait difficilement tout seul parce qu'effectivement, aujourd'hui, la concurrence de certains pays asiatiques, vous pouvez vous imaginer lesquels, elle est assez importante. Donc, quelque part, avec les niveaux des prix actuels, les investissements dans cette supply chain ne sont pas simples. Donc, quand tout va bien, il n'y a aucun problème. Mais si un demain, il y a quelques tensions géopolitiques, logistiques ou tout simplement des capacités, parce qu'on dit tout le monde, les marchés vont doubler d'ici 6 ans. Et donc, il faut que toute la supply chain, y compris celle des matériaux, double en conséquence. Donc, c'est ça dont je pense l'Europe doit prendre conscience et mettre en place des mesures de mitigation pour faire en sorte qu'au moins, ce risque-là, c'est derrière nous. Beaucoup. Christophe, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter sur... Alors, peut-être juste pour rebondir là-dessus, donc le CHIPS Act, c'est 3 choses. C'est le onshoring du manufacturing, dont les projets dont on a parlé, c'est l'aide à l'innovation, et c'est effectivement ce troisième aspect qui est l'aspect de la réduction des points de dépendance critiques. En fait, pour moi, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a ce que tu décris, mais il y a une autre façon qui est aussi de renforcer les points où on a des avantages compétitifs forts, où on a des positions uniques, des positions de leadership forts. Et donc, je pense que le CHIPS Act 2 doit continuer à faire ce que tu décris sur l'aspect supply chain, et sur le matériau, il y a effectivement beaucoup de sujets, mais il faut aussi continuer. Donc, pour moi, dans le CHIPS Act 2, il faut... il y a un sujet de financement, on l'a entendu partout, il y a un sujet de quantum d'investissement, il faut continuer, et il faut continuer de façon massive, c'est absolument indispensable. Il y a un sujet qui a été répété, mais je le redis aussi, il y a un sujet de design, c'est-à-dire que effectivement la partie advanced manufacturing, c'est compliqué de faire un rattrapage, il y a des choses qu'on peut faire, mais ça va être difficile de gagner. Il y a un vrai sujet autour du design, et dans le design, il y a des choses où on doit absolument se renforcer pour faire émerger des acteurs de l'intelligence artificielle. Et puis je pense qu'il y a un troisième sujet, peut-être, ça a été invoqué un petit peu, mais je le renforce, c'est le sujet qu'en Europe, on a des capacités d'innovation très fortes. Le handover, la transmission entre l'innovation et l'industrialisation, je pense que c'est un sujet sur lequel on peut s'améliorer. Donc ça, c'est mon troisième wishlist. Florent, je vous vois acquiescer sur cette passerelle indispensable. Oui, tout à fait, parce que pour moi, ce qui nous fera aller plus vite, c'est justement cette capacité, parce qu'on a des startups formidables, cette capacité de passer de l'innovation à la production, et c'est ce que j'appelais from lab to fab, plutôt, ou parce que ça demande des usines très particulières, c'est beaucoup plus compliqué de passer à la production. Donc je pense que c'est clé, tout comme le sujet de la supply chain, et notamment créer, c'est des choses qui sont possibles aujourd'hui par intelligence artificielle, une visibilité sur la supply chain, et en mettant des mécanismes de suivi en place de tout ce qui se passe dans la supply chain, avoir des informations, des signes avant-coureurs des problèmes de supply chain, c'est des choses qui sont possibles, c'est des choses que la Commission européenne est en train de créer dans l'aéro. Dans l'aéro, la Commission européenne fait un truc super intéressant, elle crée une plateforme qui permet d'avoir une visibilité sur tous les sous-traitants de l'aéro. Pourquoi ? Parce que, vous le savez peut-être, mais Airbus notamment est très en retard pour des problèmes, sur certains programmes, pour des problèmes de sous-traitance. Et pas que, et ça crée de nombreuses complexité partout dans le monde de l'aéro. Et cette visibilité est possible notamment grâce
à de l'IA, avec une anticipation des risques avancés. Et c'est quelque chose que la Commission européenne pourrait très bien mettre en place de la même façon sur la supply chain des semis, et qui nous permettrait d'avoir une longueur d'avance et d'anticiper les problèmes avant qu'ils arrivent. Qu'en pensez-vous de cette initiative, Lorenzo ? Je connais un peu, j'ai support, si c'était pour moi, mais aussi j'essaie d'interpréter un peu ce que tu disais. Effectivement, en Europe, nous avons des excellences qui sont nécessaires au reste du monde. Donc effectivement, là, si on repart de la supply chain et sur des risques éventuels sur la supply chain, il faut qu'effectivement les administrateurs aient bien en tête c'est quoi les risques, mais c'est quoi aussi les excellences, parce qu'à la fin, c'est un rapport de force. On part des négociations internationales, etc., etc., et realpolitik, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc nos administrateurs au niveau Europe, France, Allemagne, Italie, etc., effectivement, devraient être, je pense, et je le dis avec toute humilité, bien évidemment, être préparés au scénario. Vous auriez quelque chose à rajouter sur ces... Oui, moi je pense que le Chip Act 2, en fait, on devrait quand même le focaliser vraiment sur les produits. Parce que je pense que c'est vraiment les produits qui permettent de remplir les fabs, qui permettent un petit peu de créer tout l'écosystème et de driver, on va dire, les développements du futur. Et je pense que c'est vraiment là aujourd'hui où moi, en tout cas, je vois un manque significatif en Europe. Beaucoup d'idées. Je pense qu'à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, on va conclure comme ça. Je pense que c'est important parce que c'est le premier format que l'on tient. Et je pense qu'il faut réserver un peu d'échange parce que je pense on peut tomber d'accord sur le fait que si j'ai quelques mots à partager avec vous, c'est que on parle d'enjeux peut-être qui sont vitaux, d'enjeux majeurs pour accompagner les transformations dans les années à venir. Je pense qu'il faut qu'on parle de séquencement court terme et moyen terme et long terme. Je pense qu'il y a des choses à faire à court terme en ayant une vision à long terme. La deuxième chose, c'est la complexité. Maintenant que grâce à Frédéric, on sait les durées de fabrication des semi-conducteurs, je pense que ça sera un long chemin, mais on doit avoir des actions aussi à court terme. Un autre mot, je pense que c'est fierté, parce que je pense que soyons fiers de ce déjà on se rend compte qu'on a peut-être des choses auxquelles on doit pallier, mais on se rend compte de nos forces. Je vois une grande envie de travailler ensemble. Et je pense je vous l'accorderai, il faut qu'on travaille ensemble avec la sphère publique, la sphère privée, et que ça soit pas forcément du public au privé, mais du privé au public, et qu'on tourne un peu ensemble. Et si on n'arrive pas à faire tout cet écosystème ensemble, je pense qu'on sera peut-être pas en position d'accélérer. Donc moi, mon ambition à court terme, c'est que déjà on se retrouve l'année prochaine et que chacun puisse dire mais ça je l'ai entendu au premier forum et j'ai trouvé ça très intéressant. Et d'ailleurs, dans ma société, je l'ai fait. Tiens, j'ai créé peut-être cet endroit ou cette école, ou cette filière. Et je pense que ça serait pour nous une grande fierté. Donc je vous remercie à tous et à toutes d'être venus et encore merci pour tous ces échanges. Merci beaucoup.